Salut, c'est Doc. Dans cette vidéo, on va parler NFT. Alors, en ce moment, ça fait pas mal les unes de l'actualité, essentiellement pour la partie spéculative. Moi, vous me connaissez, je suis pas là pour parler spéculation, mais plutôt technique. Mais j'ai également la chance d'avoir un invité dans cet épisode qui va pouvoir également vous donner quelques petites astuces et conseils sur les NFT. Allez, bon visionnage! Alors, les NFT, c'est quoi? C'est le Nutrient Film Technique. C'est une technique pour faire pousser des salades et qu'elles soient bien vertes. Et dans cet épisode, je vais donc vous parler des différents types de salades que l'on peut faire pousser grâce aux NFT. Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer. Il y a des moments, j'ai vraiment l'impression que vous me prenez pour un imbécile, hein. Je vais aussi vous parler d'un autre type de NFT qui a un peu moins de rapport avec les salades, quoique si on suit les actualités, on peut se demander, ce sont les NFT qui fonctionnent sur les blockchains disposant de smart contracts. Donc que ce soit Tezos, Avalanche, ETH, Binance Smart Chain ou bien d'autres, la condition pour qu'un NFT puisse fonctionner sur une blockchain, c'est qu'elle dispose d'un smart contract. Les NFT, ça fonctionne un peu comme n'importe quel type de token. Cela va venir se rattacher à l'adresse native de la blockchain sur laquelle il évolue. Si on prend par exemple un token USDC et un NFT, la grosse différence entre les deux, c'est que l'USDC, on peut le diviser, c'est-à-dire que si on a un USDC, on peut en envoyer seulement 0,5 à quelqu'un, alors qu'un NFT ne peut pas se diviser. Il se transfère complètement d'un point A à un point B. L'autre facteur qui rentre en compte dans la fongibilité, c'est la capacité de distinction. Par exemple, l'argent électronique est 100% fongible, car on ne peut pas distinguer un euro électronique d'un autre euro électronique. Les pièces de monnaie, quant à elles, sont semi-fongibles, alors que les billets, eux, sont non fongibles grâce à leur numéro de série. Aucun billet ne dispose d'un même numéro de série, sauf les faux, mais ça c'est une autre histoire. Il faut voir les NFT comme une enveloppe avec 3 informations capitales qui sont marquées dessus. L'adresse du créateur de l'enveloppe, le numéro de série permettant d'identifier l'enveloppe sur la blockchain, et enfin, le dernier paramètre qui peut changer, c'est l'adresse du propriétaire de cette enveloppe à un instant T. Et cette enveloppe peut contenir un petit peu ce qu'on veut. Ça peut être des informations multimédia, donc photos, vidéos, etc. Ça peut être des objets de jeux vidéo. Vous avez des petits costumes pour habiller votre personnage ou avoir des armes qui le rendent plus fort, etc. Ça peut être un titre de propriété qui certifie que vous êtes bien le propriétaire d'un objet physique ou virtuel. Et ça peut même être des bons de réduction pour vos enseignes préférées. Un NFT peut également vous octroyer des droits sur des ventes produites par des entreprises. Exemple, notre ami Cryptomaniac qui réalise de sublimes cartes pour les fans de crypto. Donc ce sont des cartes physiques, mais chaque carte physique dispose d'un NFT sur la blockchain ETH. Et à chaque fois qu'il vend une carte physique à quelqu'un dans le monde réel, eh bien le détenteur du NFT sur la blockchain ETH reçoit 5% de la valeur de cette vente. En fait, avec des NFT, on peut faire un petit peu ce qu'on veut. Même si actuellement, je trouve personnellement que les acteurs majeurs se contentent bêtement de copier-coller des modèles existants, par exemple avec les cartes de collection de football Panini, on a reproduit ça en mode NFT avec quelques petites améliorations. Et je comprends les personnes qui se disent « ça fait cher l'autocollant numérique ». Moi personnellement, j'aurais ajouté quelques fonctions de plus à ce NFT. Exemple, le propriétaire du NFT Kylian Mbappé aurait eu le droit à 0,1 ETH à chaque but, ainsi qu'une place VIP pour assister à chacun de ses matchs. Là, le prix, je pense que tout le monde aurait été d'accord pour dire qu'il est vraiment justifié et qu'on n'aurait pas pu faire ça avec un simple autocollant. Il existe 2 grandes catégories de NFT. Les ERC 721 sont des NFT uniques, c'est-à-dire que derrière chaque NFT, il y a un smart contract avec un numéro de série qui diffère chaque NFT les uns des autres. Même si un visuel
peut être identique à un autre NFT, leur numéro de série leur donne la propriété d'être complètement identifiable et différenciable sur la blockchain. Les ERC 1155, ce sont un smart contract qui va permettre de générer plusieurs NFT. L'ensemble de ces NFT seront complètement identiques, le visuel, mais également le numéro de série. Il y a donc un quatrième paramètre qui va apparaître sur l'enveloppe des NFT ERC 1155. C'est tout simplement le nombre de copies qu'il existe de ce NFT. Pour bien vous faire comprendre la différence qu'il y a entre ERC 1155 et ERC 721, je vais faire un petit tour de passe-passe dans lequel je vous invite à regarder le point de départ de chaque carte et à me dire son point d'arrivée. Et hop, c'est parti. Alors, on voit tout de suite que pour les ERC 721 avec un identifiant unique, c'est très simple d'avoir le point de départ et le point d'arrivée. Par contre, pour les autres, on a intérêt à mettre au ralenti la vidéo pour pas se mélanger les pinceaux. Vous l'aurez donc compris, les ERC 1155 s'appellent NFT, mais c'est un abus de langage, car on ne peut pas différencier au sein d'une même collection un élément d'un autre. Pour parler de NFT, je me suis dit qu'il n'y aurait rien de mieux que d'inviter un artiste dont c'est la spécialité et pour lequel je vous laisse admirer quelques-unes de ses œuvres à l'écran, tout ça dans un milieu qui nous est bien familier, qui n'est autre que la Citadelle VR, réalisée par notre ami Swiss CryptoCat. Bien entendu, je vous mets tous les liens en description, n'hésitez pas à aller faire un tour sur leur profil et même de nous rejoindre le samedi soir à partir de 21h30 en réalité virtuelle à la Citadelle. Salut Arc et merci d'avoir répondu à mon invitation. Peux-tu rapidement te présenter et nous dire comment tu es tombé dans le milieu des NFT? Alors, moi à la base, déjà, je suis graphiste de métier et artiste aussi. Je fais aussi de la musique donc depuis pas mal d'années. Après, comment je suis arrivé dans le milieu des NFT? J'ai commencé à m'intéresser à la crypto à la période Covid de l'année dernière, quand le marché s'est cassé la gueule, en gros. Donc ça a été mon point d'entrée. Ensuite, du coup, j'ai eu un long apprentissage sur tout ce qui est analyse technique et tous les fondamentaux de la crypto. Et je suis tombé, du coup, en l'occurrence, c'était une vidéo de Cryptomatrix qui est un de tes confrères, on va dire, sur YouTube, Tout à fait, oui. qui parlait des NFT. Et du coup, je me suis intéressé à ce milieu et j'ai trouvé ça super intéressant, les possibilités que ça ouvrait et notamment le fait qu'on pouvait du coup vendre ses œuvres en tant qu'artiste sans avoir vraiment d'intermédiaire autre que nous-mêmes, quoi, et la plateforme forcément. Du coup, voilà, c'est comme ça que je suis entré dans ce milieu. Un artiste traditionnel, donc on va dire qu'il réalise des œuvres physiques, peut-il facilement se reconvertir dans le milieu des NFT ou alors vaut-il mieux pour lui qu'il utilise simplement les NFT pour certifier ses œuvres physiques? Alors, il y a cette part de certification de l'œuvre qui est pas encore hyper développée sur les œuvres physiques en fait, mais qui aura vocation à le faire parce que ça sert aussi à ça. Après, les artistes physiques qui veulent entrer dans le milieu des NFT, c'est un petit peu plus compliqué parce que ils ont pas la notion de création digitale en fait. Ce côté certification du NFT est tout à fait une perspective d'avenir pour le milieu de l'art. Qu'est-ce que tu peux conseiller aux nouvelles personnes dépourvues de toute expérience dans le milieu de l'art et qui souhaitent tout de même se lancer dans le milieu des NFT? Bah, qui essayent, hein, ceux qui ont envie de créer, mais qui pensent qu'ils n'ont pas les capacités, qu'ils essayent. Après, en ce moment, de toute façon, on le dit à chaque fois, les gas filles ETH sont un petit peu chers, donc le fait d'uploader à une œuvre peut coûter un petit peu cher, mais il faut se lancer. Et si ça peut ouvrir des portes et surtout l'envie aux gens de créer, qui se disent peut-être que j'arriverai à gagner un peu d'argent grâce à ça, moi je trouve ça génial. Du moment que c'est fait, on va dire avec le cœur pour faire un petit peu de lyrisme, mais tu vois, ça peut ouvrir des vocations même à des gens qui
pensaient qu'ils étaient nuls, peut-être, tu vois, mais qui, à force de travail, s'améliorent et se mettent vraiment à aimer ça. Et ça, je trouve ça génial, en fait. Quelles sont les plateformes que tu recommandes, que ce soit pour les artistes ou bien même pour les acheteurs? Alors, il y a OpenSea et Rarible, en gros, qui sont des plateformes open. Après, il y a une multitude de plateformes qui existent. Il y a SuperRare où il faut un droit d'entrée un petit peu plus sélectif, Maker's Place également, avec No Origin. Après, il y a Foundation qui est arrivé il n'y a pas si longtemps, qui a un processus de sélection un petit peu plus intéressant puisque c'est les artistes en fait eux-mêmes qui invitent un autre artiste et de fil en aiguille, ça fait une sélection justement un tri naturel euh, pour éviter que il y ait un petit peu trop de tout et n'importe quoi. Ok. Donc c'est une alternative intéressante entre la sélection euh, par des gens fixes que j'aime un petit peu moins de mon côté et plus l'aspect communautaire autour de l'art parce que du coup tu as un peu la responsabilité de la personne que tu invites sur la plateforme du fait qu'il y ait ton nom qui soit affiché sur sa page. C'est écrit, cet artiste a été invité par telle personne, donc tu sais que s'il fait n'importe quoi, ça te retombera peut-être dessus aussi, quoi. Selon toi, les NFT vont-ils bouleverser le business du milieu artistique? Bah, c'est déjà un petit peu le cas après, comme je dis à chaque fois, ça le remplacera pas. Ça peut être quelque chose de parallèle, mais ça le modifie un petit peu déjà, puisque dans le processus normal de l'art physique, on est dépendant, tributaire d'une galerie ou de quelqu'un qui veut bien nous exposer et revendre. Par exemple, il y a beaucoup de galeries qui prennent 60% de la vente de l'œuvre, donc c'est quand même une part conséquente. Et il y a tout des managers, des trucs comme ça dans le milieu. Là, on est plus libre, entre guillemets, euh, pour notre propre promo, etc. Et, euh, et en général, on a l'argent pour nous-mêmes, en fait. Sauf, il y a des plateformes, par exemple, qui prennent 15%, ça reste encore ça reste un gros pourcentage, mais c'est relativement acceptable. Euh, et dans une optique plus spéculative, euh, l'échelle de temps d'achat et de revente d'une œuvre est beaucoup plus courte dans le milieu des NFT. Là où une œuvre en physique, on peut mettre des années avant de la revendre avec une plus-value ou non. euh, dans les NFT, ça peut aller très vite. Ça peut être sur une semaine, un mois, 5 mois, ce qui peut paraître long, mais c'est relativement court quand même. Et l'œuvre peut avoir pris une plus-value énorme si l'artiste a réussi à performer dans son milieu et à se faire connaître en fait. Mais il faut bien faire attention à ne pas acheter n'importe quoi, à vérifier que l'artiste est là pour une longue durée déjà et qu'il travaille pour ça, etc. Et qu'on peut lui faire confiance. Et c'est tout ce rapport de confiance entre l'artiste et l'acquérisseur ou l'acquéreur, je sais pas bien le mot, C'est pas grave. mais voilà, c'est ce rapport de confiance qui est important. Eh bien, merci pour le temps accordé, Arc, et je te dis à samedi prochain. Allez, ciao! Bah merci, et puis à samedi, ouais, à bientôt. Allez, ciao. Ça y est, nous voilà arrivés au moment de s'il vous plaît, monsieur, un petit pouce bleu, pouvez-vous vous abonner? Mais vous savez l'essentiel pour moi, c'est de partager l'information. Et oui, car le partage du savoir, c'est ce qu'il y a de plus important. Bon, ok, un petit don en crypto, ça me ferait bien plaisir aussi. J'espère que la vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Et je vous souhaite de joyeuses fêtes de Pâques. Et d'ailleurs, en parlant de Pâques, je sais que souvent la marmotte est assimilée au chocolat. Mais là, si vous arrivez à répondre à la question suivante, je fais gagner une boîte de biscuits Bitcoin. Il n'y a pas de chocolat, mais c'est vachement bon quand même. Alors, pour gagner cette boîte de biscuits Bitcoin, il suffit de retweeter ma vidéo en indiquant le nom du projet qui est à l'origine de la création des ERC 1155. Sur ce, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!